Bref, j'ai parlé de ça, pas complètement de façon déconnectée du sujet d'aujourd'hui. Donc, moi, avec ce groupe-là, je manage le groupe. Ah, ok. Voilà le lien. Donc, Hakim me proposait un peu la continuité finalement de la discussion qu'on avait eue la semaine dernière sur c'était sur en fait, les dangers, entre guillemets, là, de la vulgarisation et potentiellement les dérives de langage associées à la vulgarisation scientifique. Et donc, dans cette même veine, en fait, Hakim voulait aller sur le langage managérial, autrement appelé la langue de bois, finalement. Y a-t-il moyen Oui. d'avoir une petite intro sur Hakim? Ah, ben, bien sûr. Écoute, Hakim, comme on a des nouveaux auditeurs aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter, question d'avoir... Oui, oui, bien sûr. Ben, écoute, dans le fond, je suis ici en tant que partie intéressée par la philosophie. Je poursuis actuellement mes études en philosophie à l'UQAM. Donc là, je suis en train de terminer un bac, si tout va bien. Puis c'est ça. Dans tous les cas, tu es en train de le terminer, même si ça va mal. Peut-être que tu réussiras pas à le terminer. Ouais, ouais, non, c'est ça. Ben, on peut pas prédire l'avenir, mais c'est ça. Si tout va bien, oui, ça va achever. Voilà, donc Hakim est un ami à moi et puis on avait, avant de commencer nos lives, des discussions animées sur la philosophie en général et sur les liens aussi entre la philosophie et la science. Et donc je me suis dit, mais c'est tellement intéressant ces discussions, il faut essayer de profiter aussi des entrées de personnes qui pourraient être intéressées autres que nous. Donc, nous voilà maintenant live à discuter avec vous. On en est à la neuvième édition aujourd'hui. Mhm. Donc voilà, ça avance assez bien là-dessus. Et donc, comme je disais, le langage managérial qui est ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes la langue de bois. C'est bien ça? Oui, ben, en fait, moi je voulais qu'on parle de ça. C'est vraiment parce que je trouvais que ça suivait bien, parce que la dernière fois, on parlait un peu tu sais, comme du mauvais côté du langage, Tout à un fait. peu les pièges qu'il peut y avoir dans le langage. Puis je trouvais que le langage managérial ou la langue de bois, plus tard, peut-être je serais intéressé à faire une distinction entre les deux, là. Mais je pensais que c'était comme une bonne étude de cas. Puis ça donne qu'en philosophie, c'est un sujet très prisé depuis toujours. D'accord. Si des gens sont familiarisés un peu avec Platon ou Aristote, eux-mêmes se battaient farouchement contre ce qu'on appelle les sophistes. D'accord. Donc, Puis c'est ce les que j'allais dire, en sophistes, fait. Le langage managérial, ou plutôt la langue de bois, c'est un sujet qui est actuellement, là, vraiment d'actualité, mais qui, en fait, ça fait 2000 ans qu'il est d'actualité. oui, je pense que ça a toujours existé. C'est juste qu'en philosophie, tu sais, ça a un peu accompagné la naissance de la philosophie telle qu'on la connaît aujourd'hui, là, le développement d'outils pour contrer justement les problèmes du langage. Moi, a priori, je pense que langue de bois, c'est une expression tu sais, qui est assez courante. Effectivement, je pense que quand on pense à la langue de bois, on pense surtout à des politiciens de carrière qui vont éviter de répondre à des questions en disant tout un flafla qui est tellement général qu'en fait, on ne peut pas interpréter grand-chose de ce qui est dit. Puis c'est à ce compte-là que je voulais distinguer cette langue de bois puis le langage managérial, D'accord. où le langage managérial, ce serait vraiment intentionnel, comme la langue de bois politicienne, mais le but étant pas de se dépatouiller d'une question embarrassante, mais plutôt de manipuler son interlocuteur, a Donc, priori son employé. ouais, ok, c'est ça que j'allais demander, en fait. Est-ce que le terme langage managérial s'applique uniquement à un contexte d'employé-employeur ou ultimement on pourrait je pense que c'est clair qu'on peut utiliser les mêmes techniques dans un autre contexte, mais est-ce que ça changerait de nom dans un autre contexte? Pourquoi c'est appelé comme ça? C'est parce que ça vient de la formation. C'est quelque chose c'est des techniques qui ont été développées et enseignées dans les écoles de gestion ou d'administration, Ouais, d'accord. ou en tout cas, ça a été popularisé comme ça, là. Mais après, effectivement, ces mêmes stratégies-là
très probablement ont déjà existé, ne serait-ce que, je sais pas moi, justement dans la sphère politique, mais aussi peut-être on peut penser aux avocats. Uh-huh. Quand il s'agit de convaincre un jury, il y a plein de techniques de manipulation. Donc là, on rentre bien là, dans le sophisme. Là. Ouais, c'est ça, c'est une forme de sophisme, mais moi je trouve que c'est une forme de sophisme qui est toute particulière. Puis c'est pour ça que c'est je trouve que c'est une bonne étude de cas, en fait. Donc, Euh, pour préciser là, le commentaire de Max Chop, ENAP, c'est l'École nationale d'administration publique. Donc, on voit le lien. Là. ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ça, en fait. Je trouve que c'est un cas particulier parce que ça s'adresse à une personne en particulier la plupart du temps. Uh-huh. Là où, par exemple, un politicien ne s'adresse pas à un public très défini. Euh, Même chose avec un avocat qui s'adresse à un jury ou à un juge. C'est pas, il y a pas de quelque chose qui relève du personnel. C'est un rapport impersonnel, alors qu'un employé puis son gestionnaire ou il y a quelque chose de plus personnel, Uh-huh. ce qui fait que l'intégrité des gens est souvent en jeu. Puis c'est là où je trouve que c'est quand même particulier. Parce qu'il y a une relation hiérarchique, tu veux dire? Oui, il y a une relation hiérarchique, mais c'est aussi que ça évolue en culture. Mais je pense que ça, on va Hmm. pouvoir le préciser plus tard, là. Mais là où juste peut-être pour qu'on ait un élément commun de discussion, là, je parle vraiment d'un langage qui ressemble à un langage technique, mais qui en réalité est vraiment juste un langage qui, en philosophie, on appellerait un écran de fumée. Uh-huh. Je t'ai envoyé une image, je sais pas si tu peux la partager. Fait quoi, donc on peut associer n'importe quel terme d'une colonne avec les termes des autres colonnes, peu importe la rangée, puis ça va donner une phrase qui est vide de sens. Bon, je m'essaye. Euh, la formation modifie les paramètres caractéristiques des bénéficiaires. Super. Donc là, admettons que tu me dis ça en réunion. Ça a l'air très professionnel. Puis, Du bon bullshit. si tu me le dis avec, mettons que tu es mon supérieur, tu me le dis en me regardant dans le blanc des yeux, Mhm. avec une attitude d'insistance, moi, je sens que je suis censé avoir compris quelque chose d'important, puis je ressors de la réunion un peu confus. Parce que je OK. suis pas tout à fait certain de savoir de quoi tu parles, mais j'ai l'impression que c'est censé être précis puis que je suis censé comprendre. Moi, j'ai une question par rapport à ces choses-là parce que, évidemment, ce genre de table, on en voit passer une fois de temps en temps sur Facebook. Là. Et Mhm. d'ailleurs, je vous invite à peut-être écrire votre propre phrase dans le chat. Évidemment, je suis aussi dans un contexte pas d'employé, mais je l'ai été. Puis mon directeur de thèse est aussi mon ancien prof. Et bon, c'est pas le genre de choses qu'il pouvait dire, mais c'est le genre de choses que je peux comprendre qui serait dit dans un contexte euh, d'employeur. Parce que l'employeur a généralement pas le, tous les détails de la chose. T'sais. Donc, je pense que ce qui pourrait se dire, puis là, je me fais vraiment l'avocat du diable là-dessus, là, ce qui pourrait se dire, c'est il faut que je dise des choses qui sont suffisamment génériques pour que moi, je puisse les comprendre et suffisamment précises pour que mon employé sache ce que ça veut dire. Si on prend l'exemple de l'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance, qui est la première ligne en haut complètement, euh, je pense qu'en tant qu'employé, même si la phrase elle est vide de sens, je suis capable d'en donner, tu sais, d'essayer de comprendre. Fait que je suis pas sûr que je ressors confus. Au contraire, j'ai plutôt l'impression d'en ressortir grandi, même si en réalité, je me rends pas compte que je sais pas ce que je suis censé faire avec cette information-là. OK. Ben, admettons que ton employeur est bien intentionné, puis que c'est vraiment la meilleure façon de... Cette phrase-là, c'était effectivement la meilleure façon qu'il y avait de te transmettre une information en limitant le risque d'erreur. Ben, c'est correct.
Sauf que le problème, c'est que s'il est mal intentionné, c'est-à-dire que lui-même ne sait pas exactement ce qu'il attend de toi, ou il sait exactement ce qu'il attend de toi, mais ce qu'il attend de toi n'est pas tout à fait légitime. Donc, il va camoufler ça avec une phrase un peu vide, ce Mhm. qui fait que toi, tu dois toi-même boucher les trous. Puis Ouais. si tu bouches les trous pas comme il veut, ben c'est de ta faute. Pas parce que lui n'a pas été clair, c'est parce que toi, tu as mal compris. Donc, ça met toujours la balle dans ton camp, en fait. Puis, tu as peu de ressources pour jongler avec cette balle-là. Je comprends. Est-ce qu'ils font volontairement ce genre de discours? OK. Ben, Ben, en fait, c'est ça, c'est un peu la même question que j'avais là, posée différemment. c'est quoi l'intérêt? Ben, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment voulu dans la mesure où peut-être que puis comme tu dis, tu sais, c'est probablement que ça veut dire qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut, tu sais. Ce qui est probablement fondamentalement un problème. Mais en même temps, tu sais, si tu gères 100 personnes, tu peux pas savoir ce que chacun fait de façon individuelle. Tu sais, j'excuse pas du tout ce langage-là, là. Faut bien me comprendre, là. Je pense que ça veut réellement rien dire. Puis quand je me le fais dire, je tape sur les doigts de la personne qui le fait parce que je sais que ça veut rien dire. Puis je sais que je peux rien faire avec ça parce que j'ai été confronté à devoir agir là-dessus. Puis finalement, ça te retombe sur toi après, tu sais. Et maintenant, si ça veut rien dire, je le dis à la personne. Je dis, OK, mais je fais quoi avec ce que tu viens de me dire? J'ai de la misère à dire que c'est vraiment une mauvaise chose parce que je comprends d'où ça vient, mais je comprends que c'est enseigné parce que toi ce que tu veux en venir finalement, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont faire ça volontairement, c'est ça? Euh, C'est-à-dire, OK, quand tu emploies, peu importe le langage que tu emploies, on suppose que c'est fait de façon volontaire. Je veux dire, autrement, tu Mhm. pourrais juste l'affirmer, là. Fait que si tu décides de parler, tu as quand même une certaine intention, sauf que là, le problème, c'est que l'intention est camouflée. Fait qu'on on pense vraiment à un cas de manipulation. Mhm. Puis là, ce qui est particulier, c'est que la phrase pourrait avoir du sens dans le bon contexte. Tu sais, si Ouais, je l'excellence comprends. renforce les facteurs institutionnels de la performance, c'est des mots qui sont bien définis dans un certain contexte. Il n'y a pas de problème avec cette phrase-là en soi. C'est quand c'est nommé dans un contexte où ça ne peut pas avoir de sens. Je vous Donc ce que donne un tu... exemple. Ouais, vas-y. Une fois, je me suis fait renvoyer. OK? Le bon mot, c'est renvoyer. Je me suis fait foutre dehors. Par contre, je me suis fait renvoyer pour des raisons qui ne relevaient pas de ma personne. Donc, normalement, j'aurais dû avoir une indemnisation. Mais pour être bien certain de ne pas me donner d'indemnisation, on a utilisé des phrases comme ça pour me dire que je t'ai renvoyé. C'est juste avec ce langage non-verbal que j'ai compris qu'on me mettait dehors. C'était pas avec les phrases qui étaient employées. Mhm. Sauf que là, le problème, c'est que moi, euh, je suis posé devant un dilemme. Soit je dis, OK, ben, est-ce que vous me renvoyez ou non? Puis là, c'est une question qui est très claire. Parce que si la réponse c'est oui, je vais pouvoir demander une indemnisation. Si la réponse c'est non, ben, demain, je rentre au travail. Ouais, ouais. Sauf que là, pour éviter que je rentre au travail, mais éviter aussi de m'indemniser, on va me répondre par une deuxième phrase vide de sens. C'est que là, dans ce cas-là, la phrase vide de sens est volontairement utilisée Mhm. pour, à des fins de Amener une, manipulation, là. amener Vraiment, une action sans vraiment avoir créé les causes pour que cette action-là aurait dû être créée. oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est mal intentionné, mais c'est vraiment ça l'intention, là. Ouais. Puis là, le problème, c'est que euh, c'est qu'à un certain moment donné, on pourrait être tenté de dire, ouais, mais c'est peut-être pas moi. C'est peut-être moi qui comprends pas, en fait. Peut-être que ce langage-là veut dire quelque chose. Puis là, on essaie de faire sens de ce langage-là. Puis là, si on invente un sens, mais au final, ça nous rend vraiment confus, en fait. Mhm. Parce que si je suis persuadé que l'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance, puis que je me dis ça veut dire quelque chose, mais là, quand on me demande de m'expliquer, je suis plus capable de me l'expliquer, ça veut dire que clairement, il y a une absence de sens.
Et le problème, c'est que là où je voulais en venir plus tôt quand j'ai mentionné une culture, c'est quand tout le monde dans un milieu de travail, par exemple, se met à utiliser ces phrases-là juste pour faire à semblant que on est dans le coup, qu'on comprend, alors qu'il n'y a rien à comprendre, puis qu'au final, il n'y a plus de communication qui est faite, Uh-huh. où la communication est rendue clairement inefficace, parce que tout le monde utilise un espèce de jargon qui veut vraiment rien dire. OK. Donc, Je, ouais, je- de, là, je parle d'expérience, mettons, là. Donc, c'est vraiment très personnel comme apport. Euh, dans mes années où j'ai été agent de recherche au laboratoire où je travaille, où j'étudie maintenant, j'ai été amené souvent à aller dans des cocktails, ce genre d'affaires-là qui étaient organisés par des organismes subventionnaires. Et ces organismes subventionnaires-là font souvent, les représentants font souvent des grands discours là, avant de commencer. Là, ça dure 20-25 minutes. Puis là, ils parlent justement de cette idée que l'excellence, c'est le mot qui me revient en tête parce que tu entends ce mot-là en permanence dans leur discours. T'sais. L'excellence, ça fait ci, l'excellence, ça fait ça. Et au final, tu as vraiment l'impression que ça veut dire quelque chose. Je pense que ce discours-là entre dans nos têtes par ces gens-là et qu'on le réutilise par après, non pas de façon volontairement manipulatrice, mais qu'on finit par penser nous-mêmes que ça veut dire quelque chose. Est-ce que ça, c'est possible aussi? je pense que oui, mais je pense que c'est justement ça le problème, en fait. C'est là où ça devient très, très problématique. Si on commence à attribuer du sens à des choses que spontanément on n'attribuerait pas de sens, comme une Uh-huh. phrase comme l'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance, ben, ce qui va arriver, c'est que ça va créer de la confusion mentale. Puis là, c'est là où je trouve que ça devient un enjeu assez majeur. C'est que, tu sais, par exemple, le jargon, tous les domaines, tous les domaines ont du jargon. Ouais. Sauf que le problème, c'est que tu sais, le jargon, non, c'est juste un truc dont, un mot que si t'es pas initié, tu vas pas le comprendre, mais une fois que tu es initié, tu comprends parfaitement ce que ça veut dire. C'est comme un langage technique. Mais d'habitude, les morceaux de jargon, ils ont ça de particulier que ils sont très précis, en fait. Sauf que là, le problème, c'est qu'on fait comme si c'était un langage technique. Donc, chaque mot a une fonction très, très, très précise. Ça, c'est ce qu'on on fait comme si. Mais la réalité, c'est que les mots ont aucune fonction. L'excellence peut avoir une fonction très, très précise. Mais ça peut aussi, dans le mauvais contexte, c'est comme si je dis une phrase du genre le jaune est très, très, très vert. Ou plutôt, le rouge est très, très vert. Mais c'est un non-sens. Mhm. Puis pourtant, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, le lexique, tout est correct. Mais c'est un non-sens parce que quand on parle des couleurs, on reconnaît que c'est le genre de phrase qui n'est pas accepté. Je comprends, mais en même temps, on pourrait se dire que excellence, c'est une catégorie et que chaque personne sait fondamentalement ce que excellence voulait dire dans son domaine à lui ou selon ses propres référentiels à lui. Et donc, arriver à dire, OK, quand je me place en avant et je dis l'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance, puis que je continue mon discours, moi, ce que j'espère finalement, c'est que le monde entende l'excellence slash ton truc à toi que tu fais bien, qui fonctionne pour toi, mais que ça vaut pas la peine que j'énumère pour chaque personne renforce, encore une fois, en fait, c'est comme si ces phrases-là qui étaient vides de sens, puis là, c'est là où je pose la question, c'est est-ce que c'est vide de sens ou générique? Et est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux? OK. Euh, il y a des phrases vides de sens, euh, qu'elles soient génériques ou non. Par exemple, dans le discours, ok, la personne qui s'adresse à un public, puis dit l'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance, puis qu'on considère que c'est une phrase générique, mais pas nécessairement vide de sens. C'est juste que c'est pas une phrase très engageante, c'est très général, Mhm.
ça mise plus sur la connotation puis l'intonation, mais le rapport de discours est bien compris, c'est-à-dire que la seule fonction du discours, c'est de donner un peu de pep à l'audience puis bien paraître, OK? Ben, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu sais, la phrase ne veut pas dire grand-chose, mais elle veut quand même dire suffisamment quelque chose pour remplir sa fonction. Puis elle n'est pas dommageable. Puis elle n'est pas dommageable, c'est pas un problème. Par contre, il y a des phrases qui sont vides de sens. Euh, En fait, attends, avant de continuer, c'était quoi? T'avais comme donné deux options, là. Comment t'avais formulé ta question? Ben, pour moi, c'est la partie que, en fait, les mots sont. Soit c'est volontairement vide de sens, ou en fait, soit c'est vide de sens, ou soit c'est générique. Tu sais. C'est comme ça que que je vois ces phrases-là, mais pas nécessairement mutuellement exclusifs. Puis peut-être juste rapidement pour répondre à Snow Espa, je suis pas sûr que c'est une si grande hypothèse que ça, parce que comme le disait Hakim, théoriquement, tu connais l'audience à laquelle tu parles. Ce genre de discours-là apparaît pas, en tout cas pas cette formulation-là exactement, apparaît pas tant en termes de politiciens, mais plutôt en termes de gens qui vont faire des rencontres business ou des rencontres, ben, encore une fois business, mais où il y a de la distribution de gros argent. Donc généralement l'audience pour ce genre d'affaires-là est assez connue et assez lettrée. Donc je pense pas que ce soit une si grosse hypothèse que ça. Sur choisir, mettons, un mot qui serait plus générique, mais qui voudrait dire quelque chose à chacun derrière. En fait, si on trouve que la phrase est peut-être trop générique, mais qu'elle remplit quand même sa fonction, puis elle a quand même un certain sens, même si le sens est très général, très édulcoré, c'est correct. Parfois, par contre, il, il pourrait s'agir d'un cas d'euphémisme, puis là, c'est vraiment de la langue de bois comme en politique, là. Mm-hmm. C'est-à-dire, soit on va édulcorer notre propos pour un peu éviter la question ou remplir un temps de parole. Mais on peut aussi utiliser des euphémismes pour que ça passe mieux, mettons. Fait que, Ouais. tu sais, on va dire je sais pas moi, on va dire des minorités visibles. Disons que ça passe mieux. C'est ce qu'on on dirait du politiquement correct, là. On va dire des minorités visibles plutôt que de dire genre des races. OK? Ben, évidemment, ça désigne la même chose, les non-blancs. Ça, c'est un processus d'euphémisation. Puis, il peut aller vraiment loin, puis quand il va trop loin, ça devient ridicule. Par exemple, quand on dit on veut pacifier une région, puis pacifier une région, ça veut littéralement dire tuer tout le monde. Ben là, on a comme un problème parce que ça ressemble plus à du mensonge qu'autre chose. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça de l'euphémisme. Ouais, couvre-visage et masque, ça peut être un exemple. Mais tu sais, l'euphémisme, ça peut être correct, là. Je veux dire, tu sais, c'est peut-être plus respectueux, effectivement, parce que souvent, c'est quand la connotation devient négative, on veut opter pour un mot qui veut dire la même chose, mais qui n'a pas la même connotation. Puis ce processus-là est correct pour bien des cas, mais des fois, ça a des effets pervers. Mais ça c'est pas tant... Tu sais, j'associerais encore ça à de la langue de bois politicienne. Dans le cas du langage managérial, c'est même pas de l'euphémisation. Ouais. C'est pas de l'euphémisation. Je sais pas si vous voyez et si tu vois aussi comme la nuance. Quand tu dis l'intervention mobilise les processus organisationnels du dispositif à 8 heures le matin devant du monde qui ne sont pas réveillés, c'est pas de l'euphémisation, c'est vraiment un écran de fumée. C'est juste pour te rendre confus, là. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est un processus de confusion des esprits. Ok, mais Puis, j'aimais quand même une hypothèse, là, ouais, parce que j'ai quand même l'impression derrière que, encore une fois, peut-être moins celui-là, mais celui d'avant, je peux peut-être le remettre, là, celui d'avant avait presque l'air de dire quelque chose, tu sais. Et euh, je me demande si c'est pas la même chose là, pour la langue de bois. Euh,
le problème de ces phrases-là, finalement, c'est que juste à partir de la phrase, on peut pas savoir si la personne était sincèrement en train d'essayer de dire quelque chose qui était générique mais intéressant, ou si elle était en train de sincèrement dire quelque chose qui était confusant ou confus dans le but de manipuler. Et en fait, ça rend ça d'autant difficile à interpréter que tu peux pas uniquement te fier aux mots et à la séquence de mots, ni même à l'interprétation que tu pourrais en faire pour savoir si la personne derrière essayait de te manipuler ou pas. Ouais, puis je pense que c'est particulièrement pernicieux. En fait, c'est une des raisons pourquoi je disais que ça avait un intérêt philosophique plutôt, c'est que en philosophie, il y a, disons, une tendance à créer des concepts pour désigner des choses qu'on n'est pas certain si ça existe ou non, mais c'est comme une tentative de description du monde. Fait que c'est vraiment un processus d'abstraction. On va dire, par exemple, il existe quelque chose comme la vitesse. Ben, la vitesse, évidemment, c'est vraiment c'est une abstraction de ce qu'on perçoit. Puis, au sein même de ton concept de vitesse, tu pourrais faire une abstraction supplémentaire puis dire, OK, il y a quelque chose comme le temps, puis, etc., etc. Sauf que quand tu es rendu à ta 18e étape d'abstraction, on ne sait plus vraiment si c'est un rapport avec le réel ou non. Uh-huh. Puis c'est là où ça devient quelque chose qui ressemble à ça finalement. Là. Mais là, c'est ça, c'est que tu as des textes en philosophie où c'est tellement abstrait que tu te demandes si ça peut bien vouloir dire quelque chose. Puis ça prend des critères pour déterminer quand est-ce qu'une phrase a du sens, puis quand est-ce qu'une phrase n'a pas de sens. Parce que ça devient vraiment problématique dans certains textes philosophiques, sauf que ces critères-là, on peut les appliquer pour des gens, ou en tout cas des situations, des phrases en dehors du contexte philosophique, où les gens vont délibérément faire des phrases qui n'ont pas de sens pour des mauvaises intentions, finalement. Je pense que la question de Snow Spa s'intègre exactement dans ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement pointer quand quelqu'un fait ce genre de phrase-là? Mais je pense que la difficulté, c'est de se rendre compte que tu étais en train de te faire servir ce genre de phrase-là. Ce qui est pas nécessairement évident. En tout cas, Même si tu t'en rends compte, là, ce qui est fabuleux, c'est que si on a en tête un tableau comme ça, on peut répondre à l'infini avec des phrases comme ça. donc là, exemple, il y a quelqu'un qui te dit l'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance. Et là, tu dis, mais ça veut dire quoi ça? Mais tu dis, mais l'objectif révèle les paramètres qualitatifs de l'entreprise. Voyons donc. Ouais, On veut le tableau. Je sais pas comment vous distribuez ça. Je pourrais le mettre sur ma page Facebook. Ben, on va faire ça. Je vais le déposer sur ma page Facebook à la fin de la discussion. Donc, oubliez pas. Ok, on revient là-dessus, Jean-Philippe. Oubliez pas donc d'aimer ma page Facebook, le scientifique du lundi. Je vais mettre le lien en commentaire. Donc, ok, mais je comprends parce que même si. Bon, premièrement, tu as la première barrière de dire, OK, il faut que tu t'en rendes compte. Ce qui est déjà pas évident. La deuxième effectivement. barrière, c'est de. Une fois que tu t'en es rendu compte et tu dis, OK, mais ça veut dire quoi? C'est, bon, premièrement, de se rendre compte que la personne te sert exactement le même discours à la réponse de pourquoi. Et de réussir aussi à trouver, qui serait une sorte de troisième barrière, à trouver comment forcer la personne qui dit ces choses-là à sortir de ce discours insipide. Oui. En fait, ça, c'est dans le cas où c'est vraiment un contexte de milieu de travail, là, où tu aurais un employeur qui tente, qui tente de te barouetter. Mais je pense que, je sais pas, il doit y avoir plusieurs moyens, là. J'avoue que c'est pas évident. J'imagine qu'un moyen, ce serait d'apprendre ça puis de répondre par, tu sais, faire comme un peu une preuve par l'absurde, là. Répondre à l'employeur avec ce même langage-là jusqu'à temps qu'on convienne tous les deux qu'on est en train de rien dire. Euh, parce que c'est ça l'affaire avec ce langage-là, c'est qu'il ne t'engage pas personnellement. C'est quand tu dis l'objectif révèle les paramètres qualitatifs de l'entreprise, c'est très impersonnel comme phrase.
Fait que quand tu renvoies quelqu'un avec une phrase comme ça, par exemple, ou quand tu essaies de faire quelque chose à quelqu'un avec cette phrase-là, tu as l'air comme détaché. Ça a l'air objectif. Mhm. Ça a l'air tombé du ciel. Fait que quand tu peux pas avoir comme de prise puis dire ouais, mais là, tu es en train de me dire ça, ça, ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, puis ça m'amène à, tu sais, j'essaie de, je suis un peu comme Snow Espa là-dessus, là. J'essaie de trouver des solutions, mettons, tu sais, un peu le fondamental d'un ingénieur. euh, Tu sais, moi, ma technique, finalement, pour contrer cette affaire-là, parce que quand je comprends pas quelque chose, je peux pas avancer dans le processus. Et donc, tu sais, je suis pas meilleur à le trouver, ce genre d'affaires-là. C'est juste que j'essaie toujours de rattacher ce qu'on me dit à quelque chose de concret. Et si j'y arrive pas, je pourrais pas avancer. Donc, je suis complètement perdu. Donc, c'est comme Mhm. un désavantage, mais qui me sert dans ce genre de choses-là. Et ultimement, ce que je finis par demander, finalement, c'est OK, mais donne-moi un exemple. Moi, un exemple Ouais. concret de ce que tu veux dire quand tu dis l'excellence. C'est quoi? Dis-moi c'est quoi pour que je comprenne. Parce que là, tu essaies d'utiliser, puis encore une fois, je pars souvent peut-être, puis c'est peut-être pas une bonne idée, mais je pars du principe que la personne essaie pas de me manipuler. Et donc, je me dis, OK, ben, elle est en train d'utiliser un langage générique et je comprends pas le lien de ce mot générique-là avec ce que ça pourrait vouloir dire dans mon contexte à moi. L'intervention mobilise, OK, mais les interventions, il peut y en avoir un paquet et je sais pas qu'est-ce que tu entends par le mot intervention. Donne-moi un exemple. Et le fait de demander un exemple, est-ce que ça force pas la personne à être obligée de sortir de ça? Ou il y a encore, j'imagine qu'il y a des moyens de ne juste pas répondre, là? Ouais, ben, en fait, je pense que ne pas être intimidé par ça, c'est vraiment la première leçon parce que je pense que, ultimement, pour ne pas être pénalisé par ça, il faut vraiment acculer la personne dans un coin pour qu'elle soit forcée à clarifier sa demande, là. Euh, donc, ouais, comme tu dis, Benjamin, là, vraiment insister, tu sais, puis littéralement faire l'idiot, là. Jusqu'à un certain point, là, faire l'idiot, ou même. Moi, j'ai pas besoin, euh, je le suis naturel. Donc... Voyons donc. Mais Jean-Philippe a des bons points ici pour obtenir des clarifications. Tu vois, moi, potentiellement, j'en ai choisi un dans le lot, là, qui est de forcer l'exemple. De demander quelle est l'intention, l'objectif poursuivi. Mhm. Ouais, puis même dire que, je sais pas, peut-être que la personne a un collègue à qui tu peux te tourner. Dire, ben, tu sais, si on me dit faut faire le diagnostic pour stimuler les changements analytiques du groupe, puis je comprends pas, puis je demande à la personne qui me dit ça ce qu'elle veut dire, puis qu'elle n'arrive pas à m'expliquer, ben, je vais peut-être vouloir dire quelque chose comme OK, ben, je vais demander à ton collègue. Uh-huh. Puis la personne va peut-être être embarrassée, donc elle n'aura pas le choix d'essayer de faire un effort, parce que sinon, ben, elle va comme se faire buster, entre guillemets, là. Ouais, ouais, ouais. Même un supérieur, à la limite. Mais bon, c'est super hypothétique, là. Je sais pas. Ce qui est clair, c'est que c'est pas évident, puis qu'effectivement, c'est vraiment malheureux que ce soit enseigné, là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ça m'a inspiré une question, peut-être pour les 7 dernières minutes qui nous restent de discussion. Euh, Est-ce que c'est une fatalité, ce genre de discours-là? Je pense que comme c'est nouveau, on n'a pas encore développé beaucoup de trucs pour y faire face, mais qu'éventuellement, on va développer des trucs. Puis une fois que ça sera plus efficace, il y a d'autres stratégies qui vont être développées. Ouais, ben c'est ça, la forme, elle est nouvelle, mais pas le fond. Le fait de dire rien à partir d'un paquet de mots, avec une autre phrase. Oui, mais si tu fais ça, là, je prends 2 secondes, là, si tu réponds avec une autre phrase, finalement, la seule chose que vous dites, c'est que vous dites rien mutuellement et ça amène la discussion vers nulle part. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça sert à rien. Ça aide pas le truc. Ben, Euh, ouais, ça devient un bras de fer, là. ouais, à celui qui dit le J'imagine que plus ça peut rien marcher possible. dans certains cas, mais ça doit être satisfaisant, là. Ça doit être comique, mais bon, ça avance pas à grand-chose. C'est ça, Mais sinon, excuse-moi, qu'est-ce que tu disais?
Ben, je suis d'accord avec ce que Snow mentionne ici. Tu sais, ce qui est nouveau, c'est le fait que ce soit enseigné et que ce soit enseigné pour être efficace et qu'ils sont efficaces à utiliser ce genre de phrases-là. Mais tu mentionnais que déjà dans les Grecs anciens, ils parlaient déjà de ne pas avoir des discours vides. Et donc, le concept, le fondement même, est là depuis longtemps. Tu sais, ça existe depuis déjà longtemps. C'est juste qu'on n'était peut-être pas aussi bon à le faire. Bon étant un peu malheureux. Ouais, ben, je pense que c'est assez raisonnable de dire que la manipulation a juste toujours existé, là, parce que, appelons un chat, là, c'est de la manipulation. Mais c'est sûr que quand c'est des professions qui ont avantage à développer des trucs pour rendre plus efficace leur avancement professionnel, là, je pense à des politiciens, des avocats ou maintenant des managers, c'est sûr que ça force la main à vraiment développer, à sophistiquer ces techniques-là de manipulation. Uh-huh. Puis après, ben, c'est ça, dans le cadre de la philosophie, Aristote, par exemple, a littéralement inventé la logique. Il a formalisé la première forme de logique euh, Un bel accomplissement. occidentale là, pour régler ce problème-là des sophismes. Mhm. Puis les sophistes, c'était vraiment, eux, ils enseignaient des techniques pour manipuler les foules, en fait, avec des raisonnements fallacieux. Puis Aristote a dû littéralement inventer la logique pour montrer que ça marchait pas. Fait que Mais une fois que la logique règle ce problème-là, ben un autre problème, les sophistes vont essayer de contourner le problème Uh-huh. en inventant une forme plus sophistiquée, qui respecte les règles de la logique, mais qui va quand même créer de la confusion. Donc, je répète ma question. Tu sais, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est Ben, pris avec ça en tant qu'humanité à se dire, bon, ben, dommage, on va toujours avoir ça, va toujours falloir être en train de développer des techniques pour se rendre compte qu'on est en train d'être manipulé. Et comme dans toutes les choses de manipulation, le manipulateur a toujours une longueur d'avance sur le manipulé parce que c'est lui qui développe les techniques et c'est le manipulé qui est en réaction. ouais, ben, je sais pas. Je pense qu'on pourrait peut-être être tenté de dire quelque chose comme, ah, ben, si on modifie, tu sais, si on s'arrange pour créer un nouveau contexte où ce genre de procédé-là est juste obsolète. Par exemple, dans le cas des sophistes, si on vend nos services de sophistes à des politiciens qui veulent manipuler des foules, ben là, on s'entend que c'est utile dans la mesure où c'est un contexte de démocratie. Mais là, ce serait un peu weird, mais ça pourrait être le cas qu'on dise, OK, ben, la démocratie, on oublie ça crée trop de problèmes, on va y aller avec une monarchie. Fait que là, ben, le problème du sophisme est comme annulé, si on veut. Il se manifeste plus. Mais c'est pas la solution la plus sexy, là. Ouais, c'est ça. C'est pas Donc, parce que tu as réglé ce problème-là que tu as avancé dans la bonne direction. ouais, mais en même temps, dans le cadre du travail, par contre, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Tu sais, parce que là, le but, c'est vraiment de presser le plus possible le citron chez le travailleur, l'employé. Mhm. Tu sais, ce type de manipulation-là, c'est vraiment juste pour favoriser les intérêts de l'entreprise. Mais si on. À ce moment-là, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus facile de défendre l'idée que ben, il faut changer le contexte. Faut faire en sorte que les intérêts de l'employé soient vraiment alignés sur ceux de l'entreprise et pas seulement en apparence. Mhm. À ce moment-là, ce serait plus crédible. Tu sais, par exemple, je pense aux entreprises où tout le monde est propriétaire. Tu sais, des entreprises, par exemple, de jeux vidéo où tous En les coop. employés sont propriétaires. Ben, il n'y a pas de manager, là. C'est un collectif. Mhm. Fait que, Intéressant. fait que tout le monde a intérêt à travailler plus parce que les retombées sont directes. Ouais, dans un contexte comme ça, utiliser ce genre de langage-là avec tes collègues, ça t'impacte personnellement aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est juste.
toxique, ça marche pas. Ouais, ouais, évidemment. Fait que changer ce contexte-là, je pense que c'est envisageable. Par rapport à la démocratie, c'est peut-être un petit peu plus touchy, là. Mais, mais Ouais, bon, mais c'est ça. En fait, pourquoi je voulais qu'on parle de ça, c'est juste que je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir parce que ça prend de plus en plus de place, je crois. Ce langage-là a été critiqué beaucoup parce qu'on commence à l'employer même dans la sphère publique. mhm. Puis en fait, dans toutes les grandes institutions ou organisations, ça commence à devenir la mode, là. Donc, Moi, c'est j'entends ça, ça, je voulais juste mettre ça sur... j'entends ça, j'entends le Parti libéral. Ah ouais, ben là, le Parti libéral innove beaucoup. Il est très avant-gardiste. Sinon, juste pour que tu saches, le Parti libéral au Québec est étonnamment un parti vraiment de la droite. Donc, il porte assez mal son nom. Mhm. Ouais, la droite d'affaires, là. Donc, il n'y a rien de libéral là-dedans. Donc, comme tu dis, la réponse à tout, c'est le socialisme. Parti libéral, Fait que c'est ça. Après, je pense que... je suis entièrement d'accord, Jean-Philippe. Le Parti libéral stimule les changements analytiques du groupe. Je trouve que c'est une excellente phrase pour conclure cette discussion. Donc, ok, donc si on résume là, parce que moi, ce que j'en ressors là, finalement, c'est pas très très positif. Là. C'est que on parle d'un discours qui est en train de gangréner toute la sphère à la fois sectorielle, ou tu sais, mettons, toutes les business, et aussi la sphère politique, pour finalement manipuler le monde en leur, en leur disant des choses qui veulent rien dire, uniquement dans l'objectif de potentiellement conserver un certain pouvoir. Si on parle de la euh, sphère politique, en tout cas, là. ben, je pense que c'est vraiment le but, là, c'est juste de provoquer un comportement qui serait pas nécessairement volontaire Uh-huh. chez autrui, là. Euh, mais après, l'impact est plus ou moins limité. Je pense que le pire, c'est vraiment du point de vue de l'intégrité mentale, parce que ça crée vraiment une confusion, là. Ça peut être cause de détresse un peu, là. Uh-huh. Quand tu as l'impression que c'est toi qui es coco et qui comprends rien. Fait que moi, j'ai plus envie de dire non, bonne nouvelle, là. Si vous comprenez rien, c'est pas vous le problème. Les gens doivent être clairs quand ils s'adressent aux autres. Donc, s'ils sont pas clairs, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. J'aime C'est un ça. peu ça, c'est un peu ça J'aime- la morale. je préfère ça comme conclusion. Si jamais vous avez l'impression que quelqu'un dit quelque chose et que vous comprenez pas, demandez-lui d'être plus clair. Et ça c'est tellement une meilleure conclusion que la mienne. Non, mais c'est parce que sinon c'est ça, c'est parce qu'il faut se déresponsabiliser un peu, là, sinon ça devient lourd. Ben oui, Euh, mais oui, non, mais c'est ça. Puis je comprends en quoi se donner la responsabilité de comprendre, alors que c'est plutôt la responsabilité de l'émetteur de se faire comprendre. Ben ça ajoute du poids sur tes épaules en tant que receveur, parce qu'en plus, tu vas recevoir des inputs de plusieurs directions sur lesquelles tu es amené à te forcer à comprendre à chaque fois. Tu sais. mhm. Et je trouve que c'est intéressant comme conclusion. Après ça, il faut avoir le courage de le faire. Oui, puis c'est pas facile. Je pense que c'est un sujet qui s'explore aussi, là. Si ça vous intéresse, regardez tout ça, regardez des livres sur le langage, tu sais, qui critiquent le langage managérial. Il s'en est fait plein dans les dernières années, mais des livres sur le sophisme ou sur la manipulation en général, il y en a plein, 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 là. Le langage de bois aussi, la langue de bois plutôt. Fait que je pense que c'est vraiment pour mettre le sujet sur la table, puis pour inviter tout le monde à s'y intéresser, là, parce que ça peut vraiment améliorer la qualité de vie de tout le monde. Puis peut-être même rendre vos activités plus efficaces. Moi, je voulais peut-être partager un site aussi qui est vraiment basic, là, si je peux me permettre le terme, mais qui est vraiment très drôle en même temps parce qu'il fait vraiment... Il y a des excellents exemples d'euphémisation, puis de langue de bois et tout.
Puis je pense que vous allez reconnaître plein d'expressions, puis c'est des expressions qui reviennent vraiment très, très, très souvent dans les médias qui sont les pros de l'euphémisation. Puis c'est une des raisons pourquoi je pense ils perdent la cote. Donc, si ça vous intéresse, là, le lien qui est là, c'est le site tupi.org. Donc, voici le lien. Je pense que je vais également l'ajouter dans mon post rencontre. Donc, vous allez avoir ça très, très, très bientôt sur Facebook. Écoute, Hakim, on a déjà atteint l'heure de discussion ensemble. Donc, on va devoir tranquillement se laisser. Merci beaucoup d'avoir amené ce sujet-là. Je pense que ça a été apprécié de la part de nos collègues, hein, parce qu'on a eu quand même beaucoup de commentaires aujourd'hui. Ça a été un petit peu plus difficile à suivre que l'habitude. Merci tout le monde d'avoir commenté. C'est le fun. Je trouve que ça alimente bien la discussion. Oui, merci à toi, merci à vous. Puis j'ai bien hâte de revenir la semaine prochaine. Puis Est-ce je qu'on pense sait déjà que notre sujet, Hakim, pour la semaine prochaine? j'aimerais ça qu'il y ait une continuité, que ça se fasse doucement avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, je pensais peut-être reprendre un petit peu, puis rapidement, la semaine prochaine, essayer de catégoriser plus spécifiquement les formes d'erreurs de compréhension. Parce qu'il y a une façon comme systématique d'analyser ça. Mais vraiment rapidement, pour nous permettre de passer à autre chose, un sujet qui est en train de mûrir dans ma tête. Oui, J'hésite un peu à le mettre sur la table là parce que je suis pas trop sûr, mais... Excellent. Donc, oui, c'est juste un teaser. Peut-être que ça va changer, mais donc, catégoriser les erreurs de compréhension, c'est ça? Oui. Excellent. Donc, ça semble super intéressant tout ça. De mon côté, on a le lundi après-midi, 13h30, on se retrouve pour Pomodoro, ainsi que jeudi matin. Donc, prenez ça en note hein, si vous cherchez de la motivation pour travailler. Lundi après-midi 13h30 et jeudi matin 9h, bon évidemment heure du Québec. Et sinon à 8h du soir, mardi, on rencontre Sofiane Scherer, une très très bonne amie à moi, avec qui on va parler de ses accomplissements en tant que ergothérapeute, qui a travaillé notamment en Tanzanie pour un stage et aussi pendant 3 ou 4 ans dans le Nord avec le peuple cri. Donc soyez à l'affût de ça aussi. Tout va être affiché sur ma page Facebook du Scientifique du lundi. Donc voilà, aimez la chaîne Twitch, aimez la chaîne YouTube, aimez la page Facebook du Scientifique du lundi pour rester à l'affût de tout. Merci encore une fois, Hakim. Ça a été un plaisir de te voir encore une fois ce vendredi midi. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Merci encore. Excellent. Donc, c'est le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science tout le monde.